Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle conférence ACT, une conférence qui nous fait extrêmement plaisir et on espère que vous aussi. Alors cette conférence est très spéciale, c'est la dernière de la semaine consacrée à la lutte pour les droits des femmes. Avec ACT, on a voulu faire de cette semaine une sorte d'ode au combat de toutes celles qui, depuis plusieurs années, se battent pour ce qu'elles valent, se battent pour qui elles sont. Et c'est à travers deux conférences, une vidéo publiée mardi sur qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui, une expo photo, mais aussi un concert féministe qui aura lieu demain soir, qu'on a voulu rendre cette semaine inoubliable. En tout cas, enfin, moi, je l'oublierai pas. Le thème de la soirée, c'est croire en soi. Et pour expliquer brièvement pourquoi cette conférence, pourquoi ce thème-là et pourquoi ces invités-là. Donc, c'est tout simplement parce qu'on discutait avec Jean-Luc Letouzé, le directeur de l'ICP, sur les conférences qu'on pourrait organiser pour cette semaine de lutte pour les droits des femmes. Et on a discuté d'une interview, donc qu'Aurélie Bresson, ici présente, a donnée pour Joli Môme. Elle avait répondu à la question « Qu'est-ce que vous direz à une jeune femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, une jeune femme qui a envie de créer son média comme vous l'avez fait ?» Et elle a répondu « Croire en soi, c'est pas croire en ses rêves, parce que c'est pas un rêve, parce que si on travaille, on peut y arriver. » Et c'est quelque chose qui était très important pour nous. Et Jean-Luc Letouzé m'a regardé et m'a dit « Bah ça y est, on l'a, notre thème de conférence, croire en soi. » Il fallait trouver des invités qui sont toutes très importantes, donc notamment Anne-Gaëlle Huon, que vous connaissez peut-être, qui a publié plusieurs romans aux éditions Albin Michel, comme par exemple Même les méchants rêvent d'amour, Le bonheur n'a pas de ride, et plus récemment c'était Les Demoiselles, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc Aurélie Bresson, qui est la fondatrice du premier média de sport féminin en France, Les Sportives, et Claire Léost, qui est directrice générale du groupe CMI France, qui est le deuxième groupe de presse magazine en France, qui publie notamment Elle, Marianne, Télé 7 jours, des magazines qu'on connaît tous et bien d'autres. Avant de commencer et de partir sur des questions un peu plus profondes, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table et que chacune se présente, raconte son parcours, comment vous avez fait pour en arriver là. Toi, par exemple, Anne-Gaëlle, je sais que il me semble que tu t'es auto-publiée avant d'être publiée en maison d'édition. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? À quel moment tu t'es dit que tu allais écrire, à quel moment tu t'es dit que tu allais publier, et pourquoi t'auto-publier, pourquoi finalement être reparti vers une maison d'édition ? Alors bien sûr, donc moi j'ai toujours aimé écrire, comme beaucoup de gens, un Français sur trois, c'est l'étude, c'est les chiffres. Un Français sur trois rêve d'écrire un livre et moi j'en faisais partie. Sauf que moi j'adorais lire, mais je me suis toujours dit que quand on connaissait personne dans l'édition, on ne pouvait pas être édité. Et que c'était un fait, c'était comme ça. Je n'étais même pas énervée par cette idée-là en fait. C'était une croyance que j'avais que soit on aimait lire des livres, soit on aimait en écrire, mais qu'on n'était pas forcément les mêmes et que c'était pas grave. Et donc, je participais à des ateliers d'écriture, j'avais mes petits rêves au fond de mon cœur, mais rien de folichon, quoi. Et donc, un jour, je me suis dit, tiens, je vais me lancer, je vais écrire un livre, mais pour mes amis et ma famille. Et donc, à l'époque, je suis partie vivre à l'étranger, à New York. Et en attendant d'avoir un permis de travail pour changer de boulot, je me suis mise à écrire une comédie dans l'intimité de mon ordinateur et de ma bibliothèque. Et afin, comme j'étais à l'étranger, que tout le monde puisse le lire, je l'ai auto-publié sur Amazon Kindle. C'était il y a 6 ans. C'était assez facile. J'avais juste à uploader mon document Word. Et tout à coup, ma famille et mes amis pouvaient les télécharger, même acheter le livre en format papier. Je trouvais ça complètement fou. Et donc, c'est parti comme ça. Mais il n'y avait aucune... Alors, j'ai pas envie de dire ambition, parce que c'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. J'aime voir les choses en grand. Mais il n'y avait aucune... je n'y croyais pas, en fait. C'est-à-dire, je me disais pas, tiens, c'est possible qu'un jour, toi, tu sois publié. Donc, j'avais même pas envoyé le livre à des maisons d'édition. Et alors, c'est très marrant parce que quand vous regardez les statistiques du nombre de gens qui sont concernés par ce phénomène d'autopublication, la grande majorité, ce sont des femmes. Et je trouve que ça dit quelque chose quand même de notre problème un petit peu de légitimité, parfois, voire souvent. Et donc voilà, et donc moi je me suis lancée comme ça, je me suis lancée sur internet et un matin je me suis réveillée et il y avait des milliers de gens qui avaient lu mon livre et qui l'avaient propulsé dans le top 10 des ventes Amazon.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un roman numéro 1 des ventes pendant 5 mois. Et que tout à coup, des maisons d'édition m'ont écrit pour me demander si j'avais un autre livre à publier parce que vraiment, ils étaient motivés. Quoi. Et donc, l'aventure a commencé comme ça. Et puis, 5 ans plus tard, voilà, il y a plus de 200 000 exemplaires qui se sont vendus de ce fameux roman que j'avais posté comme ça dans l'intimité de mon ordinateur. Et c'est une histoire merveilleuse. Voilà. Donc, croire en soi, je trouve que c'est un très, très bon résumé de ce qui m'est arrivé à moi, en tout cas. Ça donne envie d'écrire et de se publier, de se faire confiance. Aurélie, toi, c'est un petit peu plus différent. Tu n'as pas uniquement publié quelque chose que tu as écrit, quelque chose d'intime. Tu as fondé un média qui aujourd'hui est très, très reconnu, très, très connu. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, exactement. Bonjour déjà à tous et à toutes. En effet, j'ai créé le média Les Sportives. Donc c'était avant tout un magazine papier. C'était il y a 5 ans. J'ai fait le pari seul et en fonds propres à l'âge de 25 ans. J'ai lancé le média en me disant je sors le magazine et on verra bien. Je croyais avant tout aux convictions, à la capacité que j'ai d'être une bosseuse. Mais je ne pensais pas que ça aurait un tel succès. Surtout que j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. Dans le sport, c'était compliqué. En plus, un média papier à l'ère du numérique, c'est pas forcément non plus. Je pense que Claire et Anne-Gaëlle me contrediront pas. C'est assez osé. Et finalement, ça fait 5 ans. Le magazine, bien plus qu'un magazine papier, est devenu un média d'influence, surtout dans le sport. Et voilà, qui fonctionne très bien. Et grâce à ce média, j'ai aussi beaucoup grandi, parce que je pense que j'ai vraiment cru en moi et aussi j'étais très très bien entourée. Et depuis quelques mois, depuis septembre, je suis devenue présidente de la fondation Alicia, qui est la première fondation française et européenne en faveur du sport féminin. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment propulsée. J'ai vraiment cru en mes convictions, parce que j'ai pas cru en mes rêves, parce que ça n'avait pas été un rêve d'être un média. En effet, je voulais être journaliste il y a quelques années ou architecte. Et quand j'étais sur les bancs de l'école, quand je faisais mes études, c'était vraiment orienté communication, médias, journalisme. Et je m'attendais pas en quelque sorte, parce que mes métiers deviennent différents. Au lieu d'être architecte, je bâtis un média, et au lieu d'être journaliste, je gère une équipe de journalistes. Voilà, c'est un peu différent, mais je pense que la signification et ma voix étaient bien tracées. Je lis Les Sportives, on en avait discuté, je lis Les Sportives et c'est vrai que c'est plus un travail acharné de voir ça. Là, j'ai dans les mains donc le prochain numéro, le numéro 18, qui est sur la gouvernance des femmes dans le sport, dans le milieu du sport. Gouvernance des femmes, il y en a dans plusieurs milieux, et notamment, encore une fois, dans les médias avec Claire Léas, qui est directrice générale du groupe CMI France. Est-ce que Claire, vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour atteindre ce poste de directrice générale dans un monde où lui, est peut-être un peu plus vendeur que elle, et quelles ont été vos ambitions? Pourquoi? Alors oui, bonjour à tous. Donc je vous vois pas du tout. Je ne sais pas si c'est normal, mais je vois un écran blanc. Bon, c'est pas grave, je vais m'adresser à l'écran blanc. Alors effectivement, donc moi je dirige un groupe de presse magazine d'une 15aine de marques. Donc effectivement, comme tu l'as dit, les plus connus sont Elle, Marianne, Version Féminin, Télé 7 jours. Et par ailleurs, j'ai une activité d'auteur ou d'autrice, comme on dit maintenant, puisque j'ai publié 2 romans et un essai. Alors comment j'en suis arrivée là? En fait, après mes études, je me suis un peu cherchée. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait des stages, j'ai testé plusieurs industries, et à chaque fois, je me voyais pas du tout, je me projetais pas du tout dans les endroits où j'étais. Par exemple, j'avais fait un stage chez L'Oréal et j'avais trouvé ça horrible. J'avais fait un stage chez Carrefour, j'avais trouvé ça vraiment encore pire. Et puis, j'avais cette idée que je serais bien dans la presse parce que ça réconciliait mes 2 centres d'intérêt qui étaient justement le business, l'économie, mais aussi l'écriture, le contenu, le sens. Donc j'avais l'idée que
La presse, c'était un business, certes, mais c'était pas un business comme les autres, parce que c'était un business qui avait un impact sur la vie des gens, sur ce qu'ils pensent. C'était un métier en rapport avec l'actualité, donc moi, c'était quelque chose qui me passionnait. Donc je suis rentrée, j'avais cette idée que ça allait me correspondre, et effectivement, ça m'a tout de suite vraiment plu. J'ai compris que j'étais au bon endroit et que ça correspondait bien à ma personnalité. Donc en fait, si je dis ça, c'est parce que je pense que c'est important aussi au début de se tromper, d'essayer plusieurs voies, parce que quand on sort d'école, on ne sait pas forcément tout de suite qui on est et ce qui est fait pour nous. On peut avoir des idées sur ce qui nous correspond, qui sont complètement fausses. Par exemple, moi, j'avais fait des grandes écoles, donc je pensais que j'étais quelqu'un plutôt d'intellectuel, de théorique, et en fait, pas du tout. J'ai adoré avoir des métiers très concrets. Donc voilà, je pense qu'au début, on a des fausses idées sur soi-même et que c'est bien de les confronter à l'épreuve du réel. Et ensuite, j'ai gravi les échelons, en fait, les uns après les autres. J'ai appris mon métier, j'ai beaucoup travaillé, j'ai franchi les étapes. J'ai pas eu un parcours fulgurant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'intéresser au sujet des femmes en entreprise, parce que au fur et à mesure que je progressais dans l'entreprise, mais je voyais de moins en moins de femmes autour de moi. Alors que dans ma promo, à la sortie d'école de commerce, on était 50% de garçons et 50% de filles. Et je me rendais compte, 10 ans ou 15 ans plus tard, que des filles autour de moi, dans les postes de dirigeants, il n'y en avait plus. Donc j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, et j'ai écrit un essai qui était mon premier livre sur ce sujet, sur pourquoi les femmes décrochent et pourquoi on ne les retrouve pas dans les postes de direction. Voilà. Qui du coup peut être traitée par vous trois. Est-ce que, en tant que femme, vous avez remarqué que les gens autour de vous n'étaient peut-être pas complètement d'accord avec votre parcours, ne vous offraient pas la légitimité que vous méritez, et est-ce qu'on vous a tout simplement mis des bâtons dans les roues pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Alors, moi, je peux parler parce que, en fait, mon premier livre, qui s'appelle Le rêve brisé des working girls, c'est un livre entier sur ce sujet. Donc, c'est vraiment le sujet de tous les obstacles qui attendent les femmes dans leur carrière. Et donc, je raconte, étape par étape, tous les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on veut faire une carrière dans une entreprise. Donc, ça démarre dès la sortie de l'école, où on se rend compte, par exemple, qu'il y a un écart de salaire entre un garçon qui sort d'une école et une fille qui sort de l'école. Il y a déjà un écart de salaire de 15%. Et après cet écart, il va progresser au fur et à mesure de la carrière. Donc, le premier sujet, par exemple, quand on sort de l'école, c'est l'argent. C'est vrai que les filles ont un rapport à l'argent qui n'est pas facile, c'est un sujet tabou pour elles. Donc elles ont du mal à négocier leur salaire, elles ont du mal à parler d'argent. Et donc ça crée un écart qui ensuite va se renforcer avec tout ce qui va arriver après, c'est-à-dire la grossesse, les maternités, le conjoint. Donc pour moi, c'est difficile de prendre un sujet précis, parce qu'en fait, la conclusion de mon livre, c'est vraiment qu'il n'y a pas un événement qui fait que les femmes décrochent. Il y a vraiment une succession de micro-renoncements qui font qu'on ne se rend même pas forcément, on se rend pas forcément compte, parfois c'est inconscient, mais à l'arrivée, il y a un écart énorme et il n'y a plus de femmes dans les postes de direction parce qu'elles ont toutes décroché au fur et à mesure. Remarqué. Oui. Donc, juste moi, le but de ce livre que j'avais écrit, c'était vraiment de donner des clés à chaque étape de la carrière pour expliquer comment contourner ces étapes, ne pas être naïf, être conscient des pièges et ne pas tomber dedans en bâtissant à chaque fois une stratégie. Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'est qu'en fait, les femmes elles-mêmes se mettent beaucoup de barrières. Elles ont beaucoup de croyances qui les limitent, en fait, ou de barrières. Elles se créent elles-mêmes des barrières qui sont complètement inconscientes et elles n'osent pas aller vers certains postes, vers certains choix. Donc c'est important vraiment de lutter tout le temps contre ses propres barrières. Je pense qu'évidemment, il y a les barrières objectives de la société, mais déjà en soi, on a beaucoup de ressorts et on doit déjà lutter contre soi pour progresser. J'ai l'impression de réentendre les mots d'Aurélie dans son interview pour Joli Môme. Donc je pense que Aurélie, tu as peut-être des choses à ajouter par rapport à ce qu'a dit Claire. Oui, c'est vrai que ça me fait beaucoup écho. Mais voilà, comme je disais aussi avant, j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues parce que dans le sport, c'est vrai que plus on monte à des postes
de direction, plus on monte dans les instances, et moins il y a de femmes également. Dans les clubs, les femmes, elles osent peu. À partir du niveau national, enfin département national, fédéral, on retrouve des systèmes de quotas qui imposent un pourcentage de femmes dans les instances. C'est vrai qu'elles sont de moins en moins quand même au fur et à mesure qu'on monte jusqu'aux présidences de fédérations et c'est bien dommage. Et c'est vrai que ça fait beaucoup écho, en effet, Jenna, quand je me posais vraiment la question, est-ce que je suis capable, mais est-ce que c'est l'environnement qui me faisait me poser la question ou est-ce que c'est moi qui ne croyais pas encore ou pas assez en moi? Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues où on me disait c'est du sport féminin, ça va intéresser personne. T'es jeune, t'as pas d'expérience, comment veux-tu lancer un média et surtout partir sur 20 000 exemplaires, t'es complètement folle. Et puis t'es une femme. Voilà, c'était beaucoup de problématiques. Il manquait plus que je sois en situation de handicap et de couleur et ça aurait été la totale, je pense. Enfin, je rigole et j'ironise, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues, donc je me posais la question, est-ce que j'en suis vraiment capable de le faire? Est-ce que j'y crois? Quand j'étais entourée, donc est-ce que c'est mon environnement et les personnes qui m'ont fait douter de moi-même, ou est-ce que la femme a aussi toujours ce sentiment d'imposteur ou ce sentiment d'être légitime? C'est vrai qu'on peut clairement se poser la question, alors que les hommes vont peut-être foncer plus facilement qu'une femme. Je pense que c'est une question qui se pose dans la société et peut-être que vous aurez aussi des réponses, mais je pense qu'on se pose sincèrement la question, est-ce que je suis capable, est-ce que je le mérite, est-ce que je suis assez compétente? C'est des choses qu'on se pose à tout âge, pour toutes les femmes. C'est des questions que tu t'es posées avant ta première publication ou même quand une maison d'édition t'a contacté pour être publiée? Est-ce que je suis légitime pour moi être publiée dans une maison d'édition? Alors oui, totalement. Alors moi, dans une autre vie, je travaillais en entreprise aussi, donc évidemment, moi, que ces problématiques font écho. Il se trouve que moi, je me suis mise à écrire au moment où j'ai eu des enfants. Et étonnamment, là, la problématique était un petit peu différente. C'est qu'au moment où je me suis mise à écrire, mon entourage l'a pris parce que voilà, moi aussi, je sortais d'une grande école de commerce, j'avais une super carrière dans le marketing, machin, tout va bien, merci. Et là, tout à coup, moi, je me suis rendu compte que la chaise sur laquelle j'étais censée être assise dans cette vie, c'était pas forcément la chaise de PDG d'une boîte de marketing, mais plutôt celle d'écrivain. Et au moment où j'ai commencé à me dire ça, c'est le moment où j'ai eu mon enfant, on est parti à l'étranger, et mon entourage rapidement s'est dit, ah tiens, elle est partie à l'étranger en tant qu'expat, elle devient un peu femme d'expat. C'est dommage, cette fille, elle était maligne, c'est un peu dommage qu'elle se mette juste à faire un peu d'écriture en hobby quand les enfants font de la sieste, quoi. Et j'ai dû vraiment me battre contre ce truc de, en fait, la fille ambitieuse que j'étais avant, elle est toujours là, et je suis toujours travailleuse, et j'ai toujours envie de me défoncer, de me donner à fond dans ce qui me passionne. Et non, en fait, c'est pas un hobby. Et étonnamment, c'est terrible de dire ça, mais moi, c'est pas les hommes qui ont été les plus durs avec moi, les plus virulents, c'était les filles de mon entourage, qui, elles, étaient restées dans des carrières un petit peu plus formelles, dans le consulting, la finance et tout ça, et qui m'envoyaient quand même souvent des pics de quand est-ce que tu te remets à travailler, en fait, Angel, ou et donc, en fait, tu arrives avec ce livre, tu gagnes de quoi vous payer un week-end. C'était assez passif-agressif de, en fait, ma fille, c'est dommage que tu aies lâché la rampe parce qu'on pensait que tu pouvais faire des grandes choses. Et en fait, écrire, c'est un vrai job à plein temps. Et moi, là, j'ai l'impression, en fait, d'être maintenant un peu entrepreneuse. C'est-à-dire que j'ai ce truc d'écriture que je gère. Et donc, la moitié de mon temps, c'est écrire. Et l'autre moitié, c'est faire de la promo. C'est essayer de parler à l'éditeur pour se faire entendre. Essayer de garder confiance en soi quand on parle de ses écrits. Et il y a tout un travail autour qui me prend un temps fou. Et en réalité, qui me prend encore plus de temps que quand j'étais en entreprise. Et en fait, tous ces messages que j'avais autour de moi, où il fallait absolument que je montre que j'avais confiance en moi, alors qu'en vrai, je me sentais pas du tout légitime. Moi, je viens pas d'un milieu de l'édition. La seule légitimité me venait de ces lecteurs qui me poussaient, qui me tenaient la main et qui me disaient « mais vas-y, on a envie de lire tes livres ». Et encore aujourd'hui, hein, moi, je suis pétrie de doutes. Et je vois bien quand je pitch à d'autres auteurs mon livre à venir, j'y vais pas avec la même assurance que certains auteurs, et masculins, il faut bien le dire, qui quand ils me pitchent leur livre, on a l'impression que c'est le nouveau livre de la décennie. Ouais, je suis sur un livre de dingue, c'est incroyable, j'ai trop hâte que tu le lises. Jamais, moi, je dis ça en lisant mes livres. Et c'est la seule responsabilité, c'est la mienne, en fait.
Donc, à la fois, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait mon entourage féminin qui me disait mais c'est dommage, machin, on n'y croit pas trop, et pas trop dans l'encouragement finalement, mais surtout moi, les messages que je m'envoyais à moi-même. Donc, j'avais un vrai travail à faire là-dessus. Ça va mieux, je progresse, mais c'est pas évident. Et c'est difficile, je trouve, de changer de voie et d'aller dans un truc pour lequel vous n'avez pas fait d'études en soi. Ouais, j'ai trouvé que c'était parfois les femmes qui étaient les plus dures, quoi. Un vrai symbole de promo, je trouve, parce que toi, pour, entre guillemets, garder ton public sur Instagram, notamment en Insta Story, tu romances vachement ta vie. C'est-à-dire que tu montres un peu ce que tu fais, avec qui tu es, et toujours avec des petites blagues, avec des petites anecdotes. Et en fait, moi-même, je me suis rendu compte, tout à l'heure, on se l'est dit, on s'est vu 2 fois, mais on a l'impression de s'être vu tout le temps parce qu'on se montre beaucoup, et donc du coup on a l'impression de se connaître très bien, et en fait ça c'est quelque chose qui fonctionne vachement parce que j'ai lu l'intégralité de tes romans pour la simple et bonne raison que tu m'as donné envie sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est fort d'avoir réussi à faire ça juste via un téléphone, d'avoir réussi à donner envie à quelqu'un de lire son travail. Ça doit te prendre un temps monstrueux, et donc je comprends complètement quand tu dis que oui, être auteur c'est un job à plein temps, et surtout quand on voit la masse de travail qu'il y a derrière l'écriture d'un roman. Je pense que tout le monde serait d'accord ici pour dire que oui, c'est du travail. Est-ce que par exemple Aurélie, qui personnellement je ne la vois plus, je ne sais pas si vous la voyez toujours, mais Aurélie, si tu es là, si tu nous entends, est-ce que toi, est-ce que toi, dans les sportifs, dans le travail que tu fais derrière les sportifs, ou même derrière la fondation Alice Mia, etc., est-ce que on a souvent délégitimé ton travail par principe que tu étais une femme, au-delà de l'aspect entrepreneurial que toi tu as eu, maintenant que ça y est, tu as fait tes preuves, est-ce qu'on continue à tous les jours te faire comprendre que malgré tout, tu n'es qu'une femme? Non, puis maintenant, je pense que la question de la légitimité et de la crédibilité du média et des sportives est bien assise, que le média a bien sa place dans le paysage médiatique et surtout sportif. Puis ça fait déjà 5 ans. Je dois dire que ça fait 10 ans, enfin 12 ans, à peu près 12 ans que je travaille dans le sport. J'ai travaillé quand même sur 6 ans sur le Tour de France, ensuite pour l'UNSS, donc le sport scolaire qui est lié à l'éducation nationale. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu mon métier dans la communication à côté du média. En fait, j'ai créé les sportifs par passion et par conviction, sans penser que ça marcherait. Et aujourd'hui, mon vrai métier comme j'aime le dire, en fait, je suis directrice adjointe d'une agence de communication. Et en fait, le média est vraiment géré à côté. Et la fondation également à côté. Donc, en fait, j'ai 3 vies, en plus de ma vie perso, bien sûr. Donc, c'est vrai que je pense que j'ai eu cette crédibilité d'être une bosseuse, en fait, d'être une reconnaissance dans le sport qui m'a permis encore aujourd'hui à ce que je n'ai pas de pic ou de remarques sur mon travail et ma crédibilité en tant que femme. Mais surtout, ce qui ressort plus, c'est le fait que je sois jeune. Une petite anecdote, pas plus tard que lundi dernier, journée internationale des droits des femmes, inauguration historique de la statue, d'une œuvre d'art en l'honneur d'Alice Mia. Alice Mia, grande pionnière du sport féminin, donc a été érigée dans le hall du Comité national olympique et sportif français, à côté de Pierre de Coubertin, le grand baron des Jeux olympiques. Donc c'est un vrai combat, 100 ans après le combat d'Alice Mia, on reconnaît enfin la place de la femme dans le sport. C'était un moment assez historique lundi, donc présence ministérielle. Et en fait, quand je suis arrivée, on m'a demandé si je faisais partie des étudiants qui avaient réalisé l'œuvre d'art. Donc en fait, le fait que dans le sport et dans les institutions politiques, ce soit quand même une majorité d'hommes en costard et que ce soit majoritairement un âge plus avancé, c'est vrai que moi qui ai 30 ans, voilà, ça interpelle. J'étais à faire un discours au milieu de 3 ministres et du président du CNOSF. Voilà, j'ai senti que je dérangeais et que même
le recteur de la ville de Paris me dise « Oh, ben vous êtes jeune pour une présidente de fondation ». Je dis « Bon, ben, merci, on peut se dire bonjour, il fait beau, on est content d'être là, on n'est pas obligé de bim s'envoyer « Vous êtes jeune ». J'espère qu'on me dira ça quand j'aurai 40, 50 ans, hein, ça m'irait aussi bien. Mais voilà, c'est pas ma position de femme qui est remise en question aujourd'hui, c'est plus sur le fait que je sois jeune. Donc c'est même pas, ça remet pas en question mon travail, mais peut-être que ça surprend, mais du coup ça me met dans une position où je me dis oui, mais c'est vrai, qu'est-ce que je fais là en fait? Donc en soi, même si c'est pas forcément une critique, même si c'est pas de la méchanceté, ça nous pousse à nous poser question sur notre légitimité au final. Vous le ressentez pareil qu'Aurélie? Oui, et moi j'ai à peu près tout connu. Le paternalisme, par exemple, ça c'est vraiment à travers dans les entreprises où les hommes, vous considérez que vous leur devez tout, que vous êtes leur chose, leur créature, et même si vous avez tout réussi, c'est forcément qu'au-dessus il y a un Pygmalion ou un démiurge qui a fait de vous ce que vous êtes. Enfin, donc c'est vrai que le paternalisme c'est un vrai sujet. Il y a aussi l'infantilisation, effectivement, quand vous êtes jeune. Moi, ça m'est arrivé d'aller négocier des contrats et on me demandait 10 fois si j'étais bien la bonne personne habilitée à négocier, ou bien on me faisait attendre 3 heures dans une salle juste pour me tester. Enfin bon, donc moi j'ai tout connu, mais ça m'a jamais atteint en fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt une chance même d'être une femme parce que, bon, alors il y a cette mode, maintenant il faut des femmes partout dans les conseils d'administration, dans les comités exécutifs, etc. Donc ça, il faut vraiment en profiter pleinement. Moi, par exemple, on m'appelle pour des postes et donc je dis, mais c'est quoi le poste? Ah ben on verra, il nous faut absolument une femme, donc venez, on verra après. Donc bon, je pense qu'il faut voir ça comme une opportunité. Après, moi, ça m'intéressait de revenir sur le sujet je crois qu'on disait, il faut croire en soi. Et en fait, bon, se croire en soi, c'est très bien, mais c'est pas si simple. Quand on se lève le matin, on se dit pas, allez hop, je vais croire en moi si on est quelqu'un de timide ou qu'on n'a pas confiance. Donc moi, je crois plus aux petits pas, en fait, aux petits défis qu'on se lance. Par exemple, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui marche assez bien, c'est que à chaque fois qu'on me propose quelque chose et que j'ai peur, ou que je le sens pas, ou que ça m'empêche de dormir, c'est qu'en général, il faut que j'y aille. C'est-à-dire que il faut que je fasse l'inverse de ce que je ressens, parce que ça veut dire que je sors de ma zone de confort, comme on dit, même si je sais pas vraiment si ça existe, la zone de confort, mais en tout cas, ça perturbe mes habitudes, ça perturbe ma routine, donc c'est forcément que il y a quelque chose à creuser. Donc voilà, moi je vous invite, quand on vous propose quelque chose et que votre première réaction c'est de dire non, c'est pas pour moi, ou peut-être que si en fait. Donc voilà, parce que c'est vrai que cette histoire de croire en soi, c'est pas si simple. Donc il faut s'entraîner. Il y a, comme je crois que c'est toi, Anne-Gaëlle, qui disait que tu avais pris des cours d'écriture. Dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a des techniques pour apprendre à parler en public. Moi, au début, quand je dirigeais un groupe de 800 personnes, j'avais tout le temps des discours à faire, je devais passer à la télé, je devais expliquer la stratégie du groupe à des actionnaires, etc. C'était des métiers que je ne connaissais pas, donc j'ai dû apprendre à parler en public. Tout ça, il y a des techniques, donc on peut aussi se faire aider. Il n'y a pas des gens brillants et des gens nuls, tout s'apprend, tout se travaille. Donc il faut être bien accompagné, et c'est comme ça que petit à petit, de même qu'on a travaillé pendant ses études pour avoir ses diplômes, qu'on a bâti une stratégie pour être diplômé. Après, dans sa carrière, c'est la même chose en fait. On met en place des stratégies. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. Anne-Gaëlle, il y a une question qui est pour toi dans le chat. Je ne sais pas si tu l'as vue. En tant qu'écrivain, est-ce que tu aurais un conseil à donner si quelqu'un veut se lancer dans l'écriture? C'est une femme qui pose cette question, donc je pense que c'est complètement lié à ce thème-là. Alors c'est marrant, j'ai très envie de rebondir sur ce que vient de dire Claire. Je pense en fait, exactement, en toute chose, il y a moyen de se former. Et je pense que quand bien même on peut écrire tout à fait un livre sans prendre des cours ou se former ou quoi que ce soit, ça nous apporte, en ayant participé à des masterclass ou à des cours, une forme peut-être de légitimité. En tout cas, ça rassure un petit bout de nous. En tout cas, moi, ça marche en tout cas sur moi. Et ça donne, et ça peut aider, je pense, quand on doute de soi. Je vous donne un exemple. Donc, moi, j'habitais à New York avant, et là-bas, il y avait plein de masterclass de scénaristes.
Et je me suis dit, bah écoute, tous les 6 mois, tu t'en offres une. Donc ça fait 6 ans maintenant, donc j'en fais 2 par an. Et j'ai eu l'occasion de passer des moments incroyables avec des scénaristes de Netflix, des spin doctors d'Hollywood qui sont vraiment reconnus dans leur milieu pour aider à travailler la structure des romans, l'architecture. Parce qu'en fait, on ne commence pas un roman en prenant son crayon et en regardant une page blanche. Il y a des outils, il y a des comment dire, comme des chemins de fer, un peu des squelettes qui peuvent vous aider. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça aide, par exemple, quand on fait de la fiction, à donner un souffle, à donner de la profondeur à un roman, et puis surtout à vous guider. Et donc, moi, personnellement, par exemple, ça m'a aidé de m'enseigner, de lire les livres de John Truby, par exemple, qui est un grand spin doctor, qui est un très bon livre sur l'art du scénario. Voilà, donc ça, moi, c'est un premier conseil que je dirais, c'est déjà de commencer à écrire, parce que faut quand même le dire, il y a plein de gens qui se rêvent écrivains, mais qui n'écrivent pas. Donc, je pense que déjà, commencer à écrire 10 minutes par jour, c'est déjà super. Parce que plus on écrit, plus on écrit. Donc, si tu veux être écrivain, d'abord, tu écris pour toi-même, et puis peu à peu de se faire lire, et puis de se former. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette de se confronter au regard des autres, d'écrire des petits textes, de se challenger sur des sujets qui sont justement dehors de cette fameuse zone de confort dont on parlait. Et puis, bien sûr, de ne pas hésiter à se lancer sur les plateformes. Aujourd'hui, il y a des super trucs qui sont montés. Je pense notamment à Librinova, qui est un super business model. Leur idée, en fait, c'était de dire il y a plein de gens qui veulent être publiés, il y a plein de sites d'autopublication, mais entre les deux, il y a un peu un vide des gens qui n'osent pas se lancer. Et donc, Librinova, c'est une petite structure qui vous aide à faire le lien entre vous et ces plateformes d'autopublication et qui lit tout ce qui vient chez eux et qui vous aide en plus à vous mettre en relation avec des maisons d'édition. Donc c'est intéressant, il y a vraiment plein de solutions en ce moment pour ceux qui veulent écrire, mais évidemment qu'il faut commencer par prendre un stylo et se lancer. Je sais que c'est intimidant, l'atelier d'écriture marche bien, il y a vraiment plein de choses en ligne, et il qui lancent des petits d'écriture. Il y a pas mal de solutions si on cherche un petit peu sur Internet, mais moi personnellement les masterclass ça m'a beaucoup aidé. Aurélie et Claire, vous auriez des conseils à donner aux jeunes femmes qui veulent se lancer, que ce soit justement dans les métiers de la presse ou ailleurs? Alors, dans l'écriture, moi, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Gaëlle. Enfin, moi, quand j'ai écrit mon premier roman, j'étais un peu empêtrée dans ma narration. J'avais 600 pages. J'ai assisté à un séminaire qui était au cinéma Le Balzac à Paris, qui s'appelle Story de Robert McKee. J'ai trouvé ça fascinant. On était enfermés avec lui pendant 3 jours et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, écrire un scénario, c'était un métier et qu'il y avait des règles et c'était vraiment incroyable. Et sinon, il y a un livre de Stephen King qui s'appelle Mémoire d'un écrivain, je crois. Non. Écrire en français, c'est écrire on writing. Ouais, c'est ça, ouais. Qui est vraiment tout très court et je trouve que c'est limpide, il y a absolument tout, donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Après, moi, quand je commence un roman, là par exemple, je commence mon 3e, il y a 2 choses qui m'aident vraiment, indépendamment des techniques, c'est vraiment de travailler sur de quelle émotion je pars, quoi. Moi, je pars toujours d'une émotion que je ressens. Par exemple, mon premier roman, c'était mon arrivée à Paris, la découverte de Paris pour quelqu'un qui arrivait de province après le bac et le sentiment d'être perdu. Et donc, je suis partie de ça et j'ai construit tout un roman à partir de ça. Et voilà, et la deuxième chose qui était importante, c'était le lieu. Donc, moi, c'était mon arrivée à Sciences Po dans les années 90. Il y avait ce lieu qui était très fort. Donc, j'avais ce lieu, j'avais cette émotion, j'avais pas grand-chose d'autre. Mais après, ça m'a permis de dérouler. Et mon deuxième roman, c'était l'émotion, c'était la mort de mon père. Hein, c'était quelque chose de très personnel. Et le lieu, c'était un petit village en Bretagne. Et après, ça m'a suffi à vraiment poser toute l'histoire. Donc, je pense qu'il y a à la fois les techniques et partir en fait de soi, de sa vie, de ses expériences, de ce qui nous touche. Et ce qui va faire que ce qu'on va écrire va avoir une singularité et qu'on ne retrouvera pas. Parce que si on fait que les cours de scénario, ça peut être très formaté et ça peut être un peu... alors que voilà, c'est les deux en fait. Les cours, c'est très bien, mais aussi partir de ce qui nous touche nous et qui ne touche pas les autres et qui va faire que notre livre ne ressemblera pas aux autres. Donc ça, c'est pour l'écriture. Après, pour travailler dans la presse, alors la presse, ce n'est pas le secteur le plus en forme, hein, puisque notamment la presse papier, elle est très chahutée, il y a une transformation digitale qui est en cours. Et en même temps, c'est passionnant parce que c'est le moment d'inventer de nouveaux modèles justement pour la presse, l'abonnement en ligne, les podcasts, les vidéos. Donc, il y a tout à réinventer. Donc
Alors après, il y a différents métiers. Le journalisme, ça reste un métier intéressant si on est passionné par l'écriture. Il y a d'autres métiers, le marketing, la finance. Moi, je savais que je voulais travailler dans la presse, donc au départ, je suis rentrée, j'étais éditrice d'un petit magazine qui s'appelait Automoto. Alors que je ne connaissais rien de la voiture, j'avais même pas mon permis. Mais ça m'a permis de rentrer. Donc il y a un moment, il faut peut-être accepter de faire un job où on se dit, bon, pourquoi j'irais faire ça? Mais en fait, ça permet d'apprendre son métier. C'est important d'apprendre son métier, de se former, et pour ensuite progresser. Et donc, mon conseil, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est faire ses expériences, expérimenter plein de choses, pas forcément des choses naturelles, en fait. Et moi, c'est vraiment par défaut, en fait, à force de faire des stages dans des boîtes où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est horrible. Que j'ai compris vraiment ce qui me correspondait et ce qui ne me correspondait pas du tout. Et donc, après, c'est simple. Une fois qu'on a trouvé l'endroit où on est bien, voilà, c'est simple. Il ne vous correspondait pas parce qu'il se passait mal, entre guillemets, ou parce que... Par exemple, donc j'étais chez L'Oréal et en fait, c'était l'idée de me lever le matin pour vendre du shampoing. En fait, c'était pas possible. Ça n'avait pas de sens pour moi en fait. L'idée que ma journée, ça soit créer le packaging d'un shampoing et que mon utilité dans la vie, ça soit de vendre des shampoings à des consommateurs, c'était extrêmement déprimant. Alors que la presse, j'ai l'impression d'apporter de l'information ou du divertissement à mes lecteurs. J'ai l'impression d'avoir un vrai rôle dans la presse féminine, notamment. On a un rôle social sur la santé, la sexualité, la beauté, la mode. Enfin, je me sens plus, oui, j'ai l'impression que ce que je fais a un sens, quoi. Et c'était important pour moi de me lever le matin et de me dire, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va avoir un impact sur la société, ça va les aider. Alors que vendre du shampoing, peut-être que pour d'autres, ça a un sens important, mais pour moi, ça n'en avait pas, quoi. Donc c'était ça, je crois, le problème. Et j'avais fait un stage aussi chez Carrefour, c'était encore pire. Donc voilà. Et toi, Aurélie? Pour revenir à la question de base, si j'avais un compris, oui, dans l'édition, je n'ai pas publié de livre, peut-être que ça viendra un jour. Mais en tout cas, je rejoins totalement Anne-Gaëlle et Claire sur le fait qu'il faut ne pas hésiter à se former, quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience. S'exercer, c'est toujours très important. C'est vrai que moi, j'ai toujours aussi beaucoup écrit, mais parce que j'étais vraiment sur l'aspect communication, mes relations presse. Donc, le fait d'avoir écrit des communiqués, je fais mes premières expériences dans des CDD, dans des agences de relations presse, mais c'était pas du tout dans le sport. Donc, il y avait aussi le fait d'écrire, en fait, de vendre un produit aussi, mais tout en le nuançant, tout en trouvant les bons mots, et qui font que petit à petit, écrire reste écrire. On peut écrire sur n'importe quoi, comme vous le disiez aussi, mais tant qu'on y met l'émotion et qu'on comprend aussi ce qu'on écrit et qu'on se fait accompagner. C'est vrai que moi récemment, je me suis même remise à faire une formation sur l'accompagnement à l'écriture, puisque il y a aussi toute la question de l'écriture inclusive. Ça a été un vrai sujet pour notre média, je sais pas vous. Anne-Gaëlle ou même Claire, surtout Claire pour le coup, l'utilisation de l'écriture inclusive qui, c'est par exemple étudiant.t.s, étudiante, c'est un vrai sujet et c'est vrai que toute la linguistique, moi j'ai souhaité me faire accompagner pour être toujours au fait, parce que je suis pas journaliste, je suis pas écrivain. Mais je sens que j'ai toujours besoin de travailler mon orthographe, de toujours travailler ma grammaire, parce que j'avais l'impression de perdre aussi dans l'écriture. Donc, s'exercer, ne pas hésiter à se former, se faire accompagner, participer à des conférences, des masterclass, comme le disait Anne-Gaëlle, toujours se mettre à jour aussi, en fait. Une question dans le chat, mais avez-vous déjà arrêté ou renoncé à certains projets parce que vous êtes une femme? Je sais pas qui veut commencer. Non, pas moi en tout cas. Déjà, la question est très intéressante. Je me la suis jamais posée. Je pense qu'on ne me l'avait jamais posée. Je ne sais pas vous, mais moi, je commence un projet. Je sais pas. Moi, si je suis honnête, je crois que je dois répondre oui.
Moi, j'ai 3 enfants, j'ai 36 ans. Et évidemment que si j'avais pas eu 3 enfants, j'aurais encore fait 1000 fois plus de choses dans ma vie. Et je suis pas certaine que si on pose la question à mon mari, il réponde de façon aussi franche. Pourtant, on est 2 personnes intelligentes, il m'aide le plus possible. Mais il y a un truc inscrit en moi qui probablement vient des injonctions de ma mère et de sa grand-mère et toutes les femmes avant elle, qui disaient que s'il y a quelqu'un qui doit emmener les enfants chez le pédiatre, ça doit être moi. Et quand je dis chez le pédiatre, vous pouvez remplacer et mettre vider le lave-vaisselle, lancer une machine, garder le gamin qui a la fièvre, etc. Et spontanément, on a beau dire qu'on sépare les tâches, en vrai, c'est pas du 50-50, c'est du 80-20. Alors évidemment que moi je suis responsable parce que on pourrait imaginer que je refuse et que du coup ça force mon mari à se débrouiller et à le faire. Mais la vérité c'est que c'est pas le cas et moi j'ai 1000 projets pour quand mes enfants seront grands et que j'aurai un peu plus que le temps qui m'est imparti chaque jour. Vous voyez là je viens d'avoir un bébé, j'avais mon ordinateur à la maternité et du moment où je suis rentrée à la maison j'ai écrit, je travaillais la nuit, quelques heures grappillées entre 4 et 6 heures du mat'. J'y allais parce que je savais que c'était le seul moment où moi, voilà, l'objectif que je m'étais fixé, c'était d'écrire ce roman parce que c'est ça qui me rend heureux, c'est ça qui m'aide à gérer mes émotions, c'est en écrivant que j'ai l'impression de me réaliser et d'avancer. Et tout le monde me disait, mais prends du temps, repose-toi. Et c'est vrai que j'étais épuisée, mais c'était ma façon à moi de me dire que je me respectais et que j'étais pas juste une maman. Et c'était très très dur. Et voilà, et j'adore mes enfants, ça fait partie de moi, je me réalise à travers ça, mais évidemment qu'il y a cette composante que je ne peux pas nier et que être une femme, parfois, ça veut dire aussi être une maman. Et moi, personnellement, ça empêche certaines choses, c'est vrai. Peut-être que c'est juste ça les repousse, et moi, j'aime bien dire ça, que ça les empêche pas, ça les repousse, mais je suis honnête, je crois que je dois te répondre oui à cette question. Et je le vis bien, hein, je le vis très bien. Je ne suis pas en colère. J'imagine. Le problème lié à la maternité et au fait d'être une femme est qu'au-delà de l'éducation, la société et les systèmes d'organisation sont faits par et pour les hommes. Ça, c'est très vrai. Une d'entre vous a envie de réagir ? Ouais. Vous avez 2 heures. Sur le sport, c'est une vraie question dans le sport de haut niveau. C'est très récemment que le sujet a été pris à bras le corps par les enfants. Puisque, en fait, le mot maternité n'existait pas forcément dans le sport. En fait, les sportives, les athlètes de niveau, quand elles tombaient enceintes, en fait, c'était des congés maladie. C'était même pas reconnu comme des congés maternité. Et c'est vrai que c'était un vrai sujet. En fait, elles pouvaient, si elles tombent enceintes, elles peuvent, ne pas avoir, quand c'est en équipe, elles arrêtent la saison en fait, et elles peuvent pas savoir à quel moment elles vont accoucher, donc à quel moment ça va arrêter la saison. Est-ce que quand elles vont reprendre, elles seront au top de leur forme et de leur niveau? C'est un vrai sujet. Et il y a encore eu une grosse actualité aujourd'hui. J'ai cru d'ailleurs que j'allais m'évanouir quand j'ai vu ça. C'était ce matin, il y a une joueuse italienne de volley, Laura Lugli, qui a annoncé qu'elle était enceinte. Son équipe l'a licenciée et lui a demandé des dommages et intérêts pour avoir compromis la saison. Voilà, aujourd'hui, c'est un vrai sujet dans le sport, les questions de maternité, puisque c'est pour le moment pas encore reconnu et ça doit faire même pas 20 ans qu'il y a une crèche qui a été, une petite pouponnière, qui a été installée dans les locaux de l'INSEP, 20-30 ans même pas. Donc c'est les questions de la femme sportive de haut niveau et la maternité, c'est vraiment un vrai sujet. On a fait un numéro sur la question et organisé une conférence janvier l'année dernière. Et c'est vrai que ça avait vraiment interpellé puisque en fait c'est un sujet qui était pas du tout abordé. Il y a même il y a un reportage dans Canal qui expliquait par exemple si vous aviez une footballeuse à citer aujourd'hui qui est maman, une sportive de haut niveau en activité, il y en a pas. Alors, dans l'entreprise, la maternité, c'est vrai que c'est un piège. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Et donc, j'ai tout de suite senti qu'il fallait que je contourne ce piège parce que moi, je sais qu'à partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai vu que les gens étaient un peu différents avec moi dans l'entreprise. Déjà, il y a des gens qui ne me parlaient jamais, qui tout à coup se mettaient à me parler.
à me dire, mais alors quand est-ce que tu t'arrêtes? Enfin, il y avait cette question, quand est-ce que tu t'arrêtes? Que les gens n'arrêtaient pas de me poser. Je trouvais ça bizarre, en fait, cette espèce de bienveillance tout à coup. Et en fait, c'est vrai que c'était quand même une compétition. En fait, dans l'entreprise, il y a peu de postes intéressants, donc il y a quand même une compétition pour les occuper. Donc c'est vrai, il faut être lucide. Si vous pouvez dégager pendant quelques mois, ça peut arranger vos collègues qui vont vous passer devant. Donc ça, moi, je l'ai tout de suite senti. Et comme j'étais en pleine forme, j'avais pas du tout envie de m'arrêter, d'être toute seule sur mon canapé. Donc moi, je me suis quasiment pas arrêtée, ce qui était assez difficile à l'époque parce que vous étiez considéré comme une sorte de monstre en fait dans l'entreprise. Moi, j'avais un chef qui me convoquait, qui me disait mais t'as pas le droit d'être là, tu mets en danger la santé de ton enfant. Enfin, j'ai entendu des trucs dingues. Alors que bon, je pense que j'étais la mieux placée avec mon gynéco éventuellement pour savoir si mon enfant allait bien ou pas. Mais j'avais des hommes qui m'expliquaient que je mettais en danger la vie de mon enfant. Je pense que c'était simplement parce que ça remettait en question leur schéma à eux, qui était ils avaient des femmes souvent au foyer, qui s'occupaient des enfants. Donc ils comprenaient pas ce schéma en fait, ça les perturbait. Et puis après, alors il y a eu un autre sujet, c'est le retour après l'accouchement. Où moi en fait, donc j'ai accouché, puis au bout de quelques jours, je me suis retrouvée à la maison avec mon nourrisson. Et mon mari m'a dit, il est parti de la maison, je me souviens très bien, il m'a dit bon ben à ce soir. Et il m'a laissé avec le bébé dans les bras. Et en fait, je trouvais ça tellement juste, quoi, que juste parce que c'était moi, la femme, et que c'est moi qui avais porté l'enfant, ce soit à moi d'assumer de rester toute seule avec un nourrisson et d'aller au parc et de changer ses couches, alors que lui, il a continué à bosser, à vivre sa vie comme avant, à voir ses copains. Donc je me suis dit non, ça va pas se passer comme ça. Et donc assez vite, je me suis organisée pour pouvoir retourner au boulot. Alors pas complètement, mais en fait, je pense qu'il faut vivre des choses à sa manière, quoi, ne pas se dire parce que les gens font comme ça, il faut que moi je fasse comme ça. Il faut vraiment s'écouter, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'étais passionnée par mon travail. Alors, j'étais très contente d'avoir un enfant, mais quand il était bébé, je voyais pas bien ma valeur ajoutée par rapport à une nounou pour changer les couches, l'emmener au parc. Donc, j'ai vraiment pas hésité. J'ai eu aucune culpabilité à le laisser, même très jeune. Et après, j'en ai eu un deuxième et j'ai fait pareil. Et maintenant, ils sont grands, ils sont adolescents, donc je m'en occupe beaucoup plus. Je pense que maintenant, ils ont besoin de moi. Et maintenant, en plus, je suis utile parce que je peux aider pour l'école, je peux aider pour plein de choses. Mais franchement, quand ils étaient nourrissons, moi, je serais restée à la maison, j'aurais déprimé. Et bon, voilà. Donc, c'est simplement pour dire qu'effectivement, il y a un piège pour les femmes à ce moment-là. Mais je pense qu'on peut quand même bâtir une stratégie et on peut s'en sortir. Voilà. Toi qui as aussi des enfants, mais à l'inverse de Claire, toi, tu es entrepreneuse, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu écris des romans, tu les écris de chez toi, d'un jardin, d'un parc. Voilà, en plus, tu voyages aussi beaucoup, je crois, plus maintenant, mais avant, tu partais de temps en temps au ski et tout. Est-ce que, par principe, que tu es une auteure et donc que tu es chez toi, automatiquement, c'est toi qui a cette charge, entre guillemets, de t'occuper des enfants, que ce soit réel ou que ce soit ce que les gens essayent de te faire croire. C'est-à-dire, non, mais quoi qu'il arrive, toi, t'es chez toi, donc ça va, tu peux t'occuper de tes enfants. Bah forcément, il y a un biais, c'est que moi, en effet, je travaille de la maison. Alors, a fortiori, maintenant où il n'y a même plus de bar ou de resto où aller, tu vois, tu travailles de la maison. Et il y a un biais, ça, je suis sûre que maintenant que tout le monde l'a découvert et les gens comprennent bien mieux maintenant avec ces histoires de télétravail, que quand tu travailles de chez toi, tu es tout de suite davantage tenté de lancer une machine entre deux réunions, etc. C'est pareil quand tu travailles de la maison en tant qu'écrivain, quoi. Donc après, moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Claire, chacun fait à sa manière. Moi, j'adore le contact avec mes enfants et j'aime aussi mon statut d'entrepreneur / écrivain à la maison parce que si j'ai envie d'écrire entre 3 et 5 heures du mat parce que les idées elles me viennent à ce moment-là, ça veut dire qu'à 16 heures, je peux aller passer 2 heures avec mes enfants et jouer au Monopoly, ça gêne personne et tout va bien, quoi. Donc, chacun s'accommode aussi de ses envies, de ses besoins. Donc franchement, moi, je le vis plutôt bien et quand ça me saoule, je m'offre une femme de ménage ou un babysitter et ça se passe bien. Mais c'est vrai que de travailler de chez soi, ça induit ça forcément davantage. Et je crois qu'après, il y a des choses à prendre et il y a du plus et du moins. Par exemple, moi, à partir du mois de... Alors là, cette année, c'est moins le cas, mais quand le temps, il n'y avait pas le Covid, tous les week-ends à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin, moi, j'étais en promo, en tournée, en salon, en dédicace. Bon, il faut accepter de bosser tous les week-ends, de partir en vacances avec son ordi.
c'est sûr que tu travailles tout le temps, mais bon, moi, je n'échangerais cette vie-là contre celle d'avant pour rien au monde, ça c'est sûr. Après vos accouchements, par exemple, vous avez subi des remarques non seulement sexistes parce que vous venez d'accoucher, vous êtes déjà en train de retravailler ou des choses comme ça? Oui, ben moi je pense que j'étais une pionnière entre guillemets, mais je me souviens que c'était à l'époque de la grossesse de Rachida Dati par exemple, et c'était Rachida Dati, on a entendu des horreurs aussi sur son compte parce qu'elle était revenue 15 jours après avoir accouché au Conseil des ministres. Donc moi j'ai vécu ce genre de choses, oui, on m'a traité de monstre, de Robocop, parce qu'en fait il y a un truc intéressant, c'est que en fait si vous entre 30 et 40, c'est vraiment le moment où, là, quand vous voulez faire carrière, entre guillemets, où c'est important de s'investir énormément, puisque c'est là où les choses s'accélèrent, mais c'est aussi le moment où vous faites des enfants, quoi. Biologiquement, c'est la période. Et donc, en fait, entre 30 et 40, si vous avez des enfants, c'est compliqué, on va vous le reprocher, et il va falloir tout le temps jongler entre vos enfants, votre boulot, votre carrière. Et après 40 ans, ça s'inverse, c'est-à-dire qu'après 40 ans, si vous n'avez pas eu d'enfants, là, les entreprises réalisent qu'en fait, vous n'en aurez jamais. Et donc, là, vous devenez une espèce de monstre froid qui a tout sacrifié à sa carrière, qui n'a pas eu d'enfant. En fait, c'est assez tabou. Je crois qu'en France, c'est une femme sur 10 qui n'a pas d'enfant. En Allemagne, c'est une femme sur 3. C'est beaucoup plus courant en Allemagne. Et donc, moi, je vois des femmes qui n'ont pas eu d'enfants qui se prennent des remarques pas possibles. Alors, tout simplement, soit elles n'ont pas voulu, soit elles n'ont pas pu en avoir. Enfin, peu importe à la limite. Mais c'est pour dire que quoi que vous fassiez, en fait, que vous ayez des enfants, que vous n'en ayez pas, ça sera compliqué. Donc, il ne faut pas faire ce choix-là en fonction de votre choix de carrière. Il faut vous écouter, faire ce que vous avez envie de faire. Et puis, de toute façon, on vous le reprochera. Donc, à la limite, il faut y aller, quoi. Moi, j'ai toujours vraiment fait ce que j'avais envie de faire. J'ai pas tenu compte des avis. Par exemple, quand je voulais écrire et je me disais, mais si j'écris alors que j'ai une carrière, entre guillemets, j'ai un poste à responsabilité, il faut peut-être que je prenne un pseudo, parce que si je dis des choses... Et en fait, pas du tout. Je me suis dit, non, il n'y a pas de raison, je peux tout à fait assumer d'avoir une autre vie. Je l'ai fait et bon, ça s'est très bien passé, en fait. Je pense qu'on a plein de peurs comme ça, ou des idées qu'on se fait, et finalement, il faut juste tracer sa route. Et si vous êtes sincère dans ce que vous faites, voilà. Mon conseil, c'est vraiment de suivre son intuition, en fait. Ne pas trop écouter les autres. On est là ce soir, on vous donne des conseils, mais n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, plutôt. Ça me fait penser à moi, une femme inspirante que j'avais rencontrée il y a 8 ans, qui est devenue mon mentor et ça a été un déclic pour me lancer, pour lancer les sportives et me lancer dans l'entrepreneuriat. Elle m'a dit, ne fais pas tienne des limitations des autres. Et c'est vrai que je l'ai écrit, sur une ardoise et je le lis tous les matins. C'est vrai que c'est pas parce que les autres vont se mettre des limites qu'il faut en faire sienne. Et justement, il faut oser et croire en soi. Et en fait, ce que vous disiez justement, Claire, ça me faisait justement penser à ce message, cette citation. Je ne sais même pas si c'est elle qui l'avait inventée, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est devenu pour moi un peu mon leitmotiv, quoi. Je l'ai noté. C'est une belle phrase. Anne-Gaëlle qui écrit vraiment tout le temps. Actuellement, derrière, on est en train de prendre des notes. Justement, Anne-Gaëlle, il y a Jackie qui vient de poser une question, qui a dit l'édition, est-ce plutôt un milieu masculin ou féminin? Alors moi je suis pas spécialiste de l'édition, je suis écrivain, je travaille pas dans l'édition, faudrait peut-être poser la question à Claire. Alors pour ce qui est de moi, des gens que je côtoie, j'ai l'impression que c'est assez masculin. J'ai moi aussi eu affaire à ce ton un peu paternaliste et infantilisant que je pense j'aurais pas eu le même traitement si j'avais des cheveux gris et 50 ans de plus. Donc moi j'ai l'impression que oui. Après j'ai rencontré moi des femmes formidables. Moi j'ai été publiée au livre de poche pour mon roman Le bonheur n'a pas de ride, qui est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier, par une femme formidable qui s'appelle Véronique Cardy.
qui est allée vraiment, c'est elle qui a déniché mon livre et qui un jour m'a appelée et m'a dit voilà, on se connaît pas mais on va se rencontrer, on va faire des trucs de fou. Et j'ai adoré, j'ai suivi son chemin parce que cette femme m'inspirait. Et donc j'ai eu envie de lui faire confiance. Moi j'aime beaucoup travailler avec des femmes et j'ai envie de me mettre dans son sillage. Et après elle, j'en ai rencontré d'autres. Voilà, donc il y a des femmes qui marquent et d'ailleurs elle a été remplacée à la direction du livre de poche par Béatrice Duval, qui est une femme aussi formidable, qui a participé hier. On m'a remis mon premier prix littéraire, j'étais extrêmement fière. On parlait tout à l'heure de légitimité. Ça m'a fait du bien, moi, d'être face à cette assemblée de gens et à leur dire que ouais, j'étais là et que j'étais très fière d'avoir ce prix et qu'en plus, je pense qu'il y a des lecteurs qui jugent que je le mérite, donc j'ai envie de me dire que je le mérite. Et c'était un peu un message que je m'envoyais à moi-même de go girl, t'as ton premier prix et ça sera pas le dernier et on s'accroche. Et voilà, donc moi j'ai l'impression que c'est un milieu assez masculin, mais qu'au milieu il y a des femmes qui font vraiment, qui marquent le million de l'édition. J'avais rencontré aussi Elsa Lafont qui dirige les éditions Michel Lafont, qui est aussi une femme formidable et très très inspirante. Donc ça bouge et si on a envie de rencontrer des femmes, elles sont là et assez bienveillantes. Enfin, en tout cas moi à chaque fois en off j'ai eu l'occasion de discuter avec elles beaucoup et c'est vraiment des femmes qui m'ont tirée vers le haut. Donc je crois que c'est à nuancer quoi. En fait, par exemple, Hachette Livre, donc, qui est le premier éditeur français. Donc, le patron, c'est un homme, Arnaud Nourri. Donc, tout en haut, c'est un homme. Hein, ça, c'est le dernier bastion qui reste à conquérir. Mais effectivement, juste en dessous, donc, dans son comité exécutif, il y a beaucoup de femmes et il y a beaucoup de femmes à la tête de maisons d'édition aujourd'hui. Par exemple, la patronne de Fayard, c'est une femme. La patronne de Lattès, donc c'est Véronique Cardi, c'est une femme. La patronne de Plomb, c'est une femme. Chez Gallimard, la numéro 2, Karina aussi, c'est une femme. Et c'est souvent effectivement des femmes formidables. Après, il y a aussi des hommes. Par exemple, le patron de Grasset, c'est un homme. Le patron de Stock, c'est un homme. Mais il y a vraiment une génération de femmes entre 35 et 45 ans qui ont pris le pouvoir et qui sont des femmes avec des caractères très forts. La patronne de Fayard, par exemple, Sophie de Closet, c'est elle qui a négocié les droits du livre de Barack Obama en France. Enfin, c'est des personnalités très fortes, très inspirantes. Et clairement, elles ont pris le pouvoir, même si tout en haut, il reste encore quelques hommes, il reste encore un petit bastion. Comme celle-là, que aujourd'hui vous avez réussi à tant vous affirmer et tant affirmer qui vous êtes et ce que vous valez? Ou c'est vraiment un travail interne entre vous et vous? Non, moi je pense pas, je crois pas trop à l'idée de mentoring ou moi ce qui m'a vraiment qui a fait que je suis ce que je suis, c'est mes parents en fait, qui m'ont donné un ancrage très fort, une solidité, une confiance. Et après j'ai l'impression que j'ai fait ma route. Alors j'ai eu des hommes qui ont vraiment compté pour moi, quoi, qui m'ont beaucoup formé, des femmes aussi, mais il n'y a pas eu de. En fait, je suis pas très à l'aise avec cette idée qu'on dépende de quelqu'un, qu'on doive tout à quelqu'un. Je pense qu'on se fait progressivement par des rencontres, mais on fait quand même son chemin soi-même. Oui, Pardon, excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu disais, Jenna. Est-ce que vous croisez justement des gens qui vont vous élever? Moi, je réponds personnellement. Moi, j'ai rencontré là des auteurs qui sont extrêmement inspirantes, des éditrices, comme je le disais aussi, qui te tirent vers le haut. Mais je crois que, je sais pas, faut pas forcément se limiter au domaine qui est le sien. Tu vois, de vous rencontrer moi ce soir, je trouve ça hyper inspirant et faut pas se limiter à la case dans laquelle on se met, tu vois. On est toujours obligé de se mettre une étiquette. Là, aujourd'hui, je me présente en tant qu'écrivaine, mais peut-être que dans 15 ans, je reviendrai et puis, je sais pas, j'aurai monté un business de choses. Et c'est OK de se dire que dans une vie, en fait, on peut en avoir beaucoup. Et que c'est pas parce qu'à un moment T, on se met une étiquette sur le front qu'on est obligé de la garder jusqu'au bout. Je crois que ça, c'est un bon truc aussi, de pas se laisser enfermer dans des cases. Parce que c'est confortable parfois, les cases, et ouais, faut pas s'y cantonner, quoi. On a le droit de changer de vie si on a envie et on n'est pas contraint, quoi.
Moi, je dirais que j'ai eu la chance de, à chaque fois, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, je suis toujours tombée sur des femmes qui m'ont tirée vers le haut. C'est vrai que la citation, le petit mantra que je vous ai donné tout à l'heure, ça a été un déclic. C'était une femme, c'est Béatrice Barbus, elle est sexuelle du sport, vice-présidente de la Fédération française de handball. Et en fait, c'est ce genre de personne que j'ai toujours admiré depuis les bancs de l'école. En fait, le fait de partager, de beaucoup participer à des colloques, des conférences. Je suis plutôt un rat des kiosques plutôt qu'un rat de bibliothèque. Donc aussi, je chinais beaucoup dans les lignes du sport, dans les médias, les magazines. Donc, en fait, ce qui m'inspirait, c'était ces entrepreneurs, mais aussi ces personnes pour leur engagement, sur leur longévité, leur fidélité. Par exemple, Béatrice Barbus ou alors Éric Florent, qui est un homme et qui a fondé la fondation Alice Mia, sont des personnes qui m'ont toujours tiré vers le haut, dans le sens où je les ai autant admirés que eux, ils m'ont, ou que eux m'admirent maintenant aujourd'hui peut-être, sur le fait qu'ils ont toujours été fidèles à une certaine cause. Par exemple, dans le sport féminin, on peut parler d'un certain combat. Ils ont toujours été sur une certaine même ligne de conduite. Ils ont toujours été raccord avec leur discours, avec leurs convictions. Et moi, c'est ça qui me fascinait, en fait. Le fait d'être toujours droit dans ses bottes, de savoir où ils allaient, avec forcément des doutes aussi dans leur vie. Et en fait, c'est à chaque fois où je pensais m'égarer, sortir des rails, que eux, par un coup de fil, par le fait de les voir en conférence ou de tout simplement les croiser un jour, enfin, c'est compliqué aujourd'hui, qui m'ont remis sur les rails. En fait, je pense qu'on a tous besoin d'être entourés, on n'est jamais vraiment seul. Il y a des moments de solitude, hein, quand j'ai fondé le magazine Les Sportifs, je me suis vraiment sentie un peu seule. Mais le fait d'avoir rencontré Béatrice Barbus, le fait d'avoir eu justement en fait pas mal de rencontres, de nourrir de toutes ces rencontres, m'a plutôt fait contribuer à croire en moi. Et seule, j'y serais jamais arrivée. Ça me permet de rebondir sur la petite question là que je vois en plus, le conseil pour se lever chaque matin avec une confiance en soi débordante. Je m'étais longtemps posé la question. Parce que c'est vrai qu'on peut faire 15 000 choses, être très engagée aussi, militante comme je peux aussi me qualifier, et des fois s'oublier. On peut croire en soi, mais s'oublier. Et le fait de prendre du temps pour soi le matin, je pense de ne pas se lever et d'enchaîner comme forcené. Je pense que de prendre juste le temps un peu pour soi le matin, ce qu'on aime faire, si on aime écouter un podcast, si on aime lire, si on aime écrire, je pense que ça peut donner justement la confiance en soi pour passer une bonne journée. Ouais, le truc que je me dis et qui m'aide beaucoup dans ma vie, c'est tout ça n'est qu'un jeu. Et ça marche vachement bien un petit peu pour arrêter de se prendre au sérieux et de dédramatiser les choses. Et ça marche super bien d'ailleurs si vous hésitez à vous lancer pour écrire. C'est qu'en vrai, à part vous-même, personne n'en fera une montagne de ce que vous écrivez. Les gens parfois hésitent à se lancer à écrire en disant ce que j'arrive à écrire n'est pas à la hauteur de ce que je pense pouvoir faire. Comme si, en fait, écrire un livre, c'était qu'une photo à un moment donné de la personne que vous êtes et de ce que vous êtes capable de donner à ce moment-là. C'est exactement comme quand vous allez à un dîner. Ce soir-là, vous êtes un peu plus en forme, un peu moins. Il y a des gens qui vous aimeront et d'autres qui vous aimeront pas. Et ça se trouve, c'est pas grave en fait. Les gens, ils se repasseront pas toute leur vie le souvenir de ce dîner où peut-être vous avez été un peu moins drôle, un peu plus ceci, un peu plus cela. Donc, je crois qu'il faut se lancer et se dire j'y vais. Certes, c'est pas parfait, c'est peut-être pas à la hauteur de mon ego ou de ce que j'imagine faire, mais au moins je le fais. Et moi, personnellement, parfois quand je relis mes livres, ça me fait comme certains acteurs quand ils disent qu'ils veulent pas se regarder sur l'écran au cinéma quand ils ont tourné un film. Moi, ça me fait pareil. J'ai du mal à me relire, mais quand je le fais, j'essaie de le faire avec une forme de tendresse, de bienveillance envers moi-même. Un peu comme quand on regarde une vieille photo de soi de quand on avait 13 ans et qu'on était super mal sapé avec une coiffure un peu chelou. Moi, j'essaie de le regarder avec la même bienveillance en me disant voilà, c'est ce que tu as fait à ce moment-là et tu l'as assumé. Et dans ces moments-là, quand on se lance, on se sent extrêmement vivant. Et quand bien même on se rend très vulnérable en le faisant, parce qu'on expose aux yeux de tous un livre, surtout en France où quand on écrit un livre, on est prié d'écrire quelque chose d'extrêmement intelligent et de très goncouresque. Moi je dis aujourd'hui je vous livre ça, je me mets à nu devant vous. Certes c'est pas parfait, mais je me lance et dans ces moments-là ton cœur bat plus fort et rien que pour ça, ça vaut le coup de tenter le coup.
pense que les gens qui nous regardent ont le même ressenti, mais ça donne envie de danser le bout. Tu nous entends? Ça coupe, ouais. Ouais, c'est mieux, là, ça revient. Super. Bah, je disais, je pense que les gens qui nous écoutent ont le même ressenti, mais vous donnez envie de se lancer, vous donnez envie d'entreprendre. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Et vous, merci d'y avoir participé. C'était très, très intéressant, très inspirant. Et comme le dit Véronique, Jackie aussi, ça motive. En tant que femme, en tant que jeune, on a envie de s'y mettre et de ne pas écouter celles et ceux qui nous font comprendre qu'on n'est pas assez ci ou beaucoup trop ça. Donc merci beaucoup. Je tenais à rappeler que demain, il y a le dernier événement digital de ACT concernant cette semaine de lutte pour les droits des femmes. Ce sera un concert féministe avec de sublimes chanteuses qui nous ont prêté leur voix, dont notamment Mathilde Musique, Emma Oscar et Maurice, que vous connaissez peut-être très bien, qui sont très connus dans le monde de la chanson féministe. On espère vous y retrouver et encore merci d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.